On va peut-être commencer l'atelier. On va commencer, oui, parce que sinon on va prendre un petit peu, ça lui fera venir. Ah, il y a Michel qui arrive. C'est bon. Ah oui. Veuillez m'excuser. Salut. Bonjour. Donc, j'ai dû voir passer Catherine et je ne connais pas les autres personnes. Qui est les modérateurs? Il y a Catherine dans le coup, c'est clair. Et le docteur Coulineau. Enchanté. Bonjour. Enchanté. Vous êtes mutuellement présentés, je suppose. Et Pas encore. Non, on attendait un petit peu. T'as la main. T'as la main. Je vous laisse vous présenter, Madame Perrault. Oui, alors, moi, je suis chargée de mission pour le développement d'éducation thérapeutique sur le 47. Voilà, je travaille dans une DAC. D'accord. Je suis coordinatrice de l'UTEP 47. D'accord. Ok, bonjour à tous. Moi, je suis Florian Poulineau, je suis gastro-entérologue au CHU de Bordeaux. Je travaille surtout avec les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, la maladie de Crohn et la rectocolite hémorragique, et une autre maladie rare dont on va parler là dans quelques instants. Je fais comme une petite storytelling, vous verrez de la maladie dont je parle dans quelques instants, parce que c'est une situation vraiment rare à laquelle se prête bien le TP. Et peut-être que juste avant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous présenter une situation clinique. On va un peu en discuter, voir s'il y a des enjeux éthiques qui se nouent de manière plus ou moins évidente. Et puis, on va essayer de rendre les choses très interactives. J'ai quelques diapositives de backup, mais ce n'est pas encore sûr que je les présenterai. On verra si c'est très interactif. Ce n'est peut-être même pas nécessaire que je les montre. Et peut-être qu'avant de faire la présentation du cas clinique, on pourrait peut-être tous se présenter rapidement en quelques mots. Oui. Donc, moi, je suis Alexandra Sanchez. Je suis la coordinatrice départementale, donc poste nommé DAC-ETP sur l'ABTA Charente. Donc, on a 20 programmes, nous, sur le département. C'est un poste qui a été créé depuis un peu plus d'un an. On n'a pas d'UTEP, nous, sur le territoire. Donc, la DD et l'ARS Nouvelle-Aquitaine ont fait le choix de ça. Et avant ça, en fait, j'étais infirmière de bloc opératoire. D'accord. Enchanté. Enchanté. Très heureux. Yvan Cœur, je suis psychothérapeute. Je suis plus, à côté de ça, formateur. Voilà, j'interviens dans des formations ETP 40 heures. Qu'est-ce que je peux dire de plus? J'interviens aussi sur des formations sur l'activité physique en santé mentale et santé mentale. Voilà, au niveau national. Donc, je n'ai pas de prérogatives sur le territoire. À défaut, j'arrive sur le territoire de la Nouvelle-Aquitaine et donc je prends des contacts auprès des plateformes, des groupements de ETP, voilà, qui à mon sens n'est pas suffisamment bien visible, je dirais, par tout un chacun. Mais bon, ça se développe et j'en suis très heureux. Voilà. Enchanté, merci beaucoup. Avec plaisir. Donc, je suis Ilham Rizkala, j'ai intégré Aetna il y a quelques mois et je suis en charge de toutes les questions de communication. Et donc, justement, une grosse partie de mon travail va concerner la visibilité de l'ETP. Et je suis donc vraiment ravie d'être parmi vous. Merci. Peut-être qu'il me reste à me présenter 30 secondes. Oui, Ilham, elle a un problème, je vous le dis tout de suite, elle sourit tout le temps, c'est grave. Moi, je ne sais pas si la c'est pathologique. J'ai pas vu de programme ETP par rapport à ça, mais… Oui, tout à fait. Donc, pour ma part, je suis diabétique. Donc, quand
On m'a cité des gens qui s'occupaient d'Avito ce matin, ça m'a beaucoup intéressé. D'autant que je connais l'homme qui a un peu sévi en éthique. J'interviens dans un programme de TP à Royan. Je le dis à M. Carr, on est voisins. Je suis voisin du Sud, donc à l'hôpital de Royan, où je m'occupe du problème de diabétique de type 2. Voilà. Et je suis administrateur national de la Fédération française diabétique. J'ai un titre qui peut porter à conflit. C'est d'être bénévole, patient expert. Le patient expert, c'est quelque chose que les professionnels ont toujours du mal à reconnaître. À titre personnel, je vous le dis tout de suite, parce que comme ça déblaye les situations, je préfère d'usager partenaire. Un usager étant soit une personne en situation de handicap, soit un proche qui travaille en partenariat dans le système de santé avec les professionnels de santé ou pas d'ailleurs. Voilà, je vous pose le truc rapidement. Et à ceux qui ne savent pas, je préside Aetna simplement parce que je suis un patient, un malade, un usager, et que dans notre gouvernance, qui est très équilibrée, c'est assez machiavélique d'ailleurs comment c'est fait, mais le président est toujours un usager. Voilà. C'est la caractéristique première de l'association et de la plateforme. C'est tout pour l'instant. Ok, mais bienvenue et merci à tous. Alors, ce qu'on va faire, c'est que je vais présenter. Alors, c'est toujours en visio, un peu délicat l'interaction. Hein. Enfin bon, c'est comme ça, mais on va tenter. Je vais vous parler d'une maladie vraiment très rare qui s'appelle l'insuffisance intestinale chronique. Je ne vais pas du tout vous en parler médicalement pendant très longtemps. En fait, c'est des patients qui ont une insuffisance d'organes assez rare, c'est qu'ils ont l'intestin qui ne fonctionne pas. Et souvent, en fait, ils n'ont même pas d'intestin du tout. Et la situation la plus fréquente pour ça, c'est des gens qui font un infarctus de l'intestin. Et donc, quand on fait un infarctus de l'intestin, c'est un peu comme un infarctus du cœur. Finalement, on a des tissus qui se nécrosent. Et donc, les chirurgiens digestifs, ils doivent ouvrir le ventre et enlever tout l'intestin qui est nécrosé. Et donc, on a comme ça des patients, alors que normalement, le petit intestin, il fait 5 à 6 mètres, et ben, ils peuvent se retrouver avec 30-40 cm de petit intestin. Et donc, on leur enlève presque tout. Et donc, ça a des conséquences. La première, c'est que c'est souvent des patients qui sont stomisés. Donc, une stomie, ça veut dire qu'on suture un segment d'intestin directement sur la peau. Donc, ça, malheureusement, ça arrive souvent aux gens qui ont un cancer du côlon. Ça arrive souvent, malheureusement, aussi aux gens qui ont une maladie de Crohn. Mais là, c'est des stomies qui sont très, très particulières parce qu'elles vont donner plusieurs litres par jour. Et donc, il y a beaucoup de technicité sur l'appareillage. Et c'est des stomies qui ne sont vraiment pas comme les autres parce que ça nécessite une grande technicité dans le soin qu'il faut faire. Et l'autre particularité de cette maladie, c'est que les gens ils vont devoir vivre toute leur vie avec un cathéter sous leur clavicule, donc soit une chambre implantable, comme là où on passe les chimiothérapies, soit un petit cathéter qui va dépasser, comme voilà, j'ai mon chargeur d'ordinateur, ça fait exactement ce diamètre-là, je ne sais pas si vous voyez, qui va dépasser là sous la clavicule. Et donc, ce cathéter veineux, en fait, les gens, comme leur intestin ne fonctionne plus, ils ont besoin d'avoir de l'alimentation intraveineuse quasiment tous les soirs de leur vie. Et donc, on va leur brancher dans des soins, c'est les infirmières qui font ça le plus souvent, mais on peut même discuter d'apprendre à faire ce soin aux gens qui se transforment en leur propre infirmier, mais avec vraiment des compétences techniques très spectaculaires. Il faut se mettre en stérile et puis se brancher la nutrition parentérale dans des conditions de stérilité parfaites, tout simplement pour avoir des calories qui passent pendant la nuit. Donc, c'est vraiment une maladie qui est une vraie insuffisance d'organes. C'est la plus rare des insuffisances d'organes. Ça ressemble un peu au dialysé parce qu'il y a ce côté de la connexion à la machine qui dure longtemps. Donc, les dialysés, c'est souvent 3 fois par semaine à l'hôpital. Là, c'est toutes les nuits à la maison sur 12 heures à l'intérieur de son domicile. C'est une maladie très, très, très rare. Voilà. En Nouvelle-Aquitaine, on est un des plus grands centres français et il y a à peu près 150 malades qui vivent comme ça dans toute la Nouvelle-Aquitaine. Donc, c'est pour vous dire que ce n'est pas une situation fréquente. Et donc là, juste comme ça, à brûle-pourpoint et qu'on puisse tout de suite avoir une discussion,
À votre avis, et quels seraient pour vous les mots qui permettraient de dire pourquoi ces patients, c'est entre guillemets, des bons candidats, et je mets plein de guillemets à bons candidats, des bons candidats à intégrer un programme d'éducation thérapeutique? Et est-ce que là, par exemple, d'emblée, vous verriez des limites au processus éducatif dans ce type de maladie? Et voilà, c'est un peu les discussions que je voulais déjà qu'on commence à avoir dans cette situation de la maladie rare, avec un handicap très lourd. Voilà, c'est les premiers échanges que j'aurais aimé qu'on puisse avoir. Ce qui est intéressant dans le fait d'un échange avec un programme d'éducation thérapeutique sur un faible taux de patients qui se regroupent de façon régionale, du coup, comme vous disiez, c'est déjà l'interactivité qu'il pourrait y avoir entre eux, parce que souvent, c'est donc des personnes qui sont isolées par la maladie, et après, selon un contexte social qui peuvent éventuellement l'être dans ce côté-là. Du coup, de pouvoir permettre de mettre en lien ces patients. Et après, d'autant plus que si on est sur une maladie rare, en fait, c'est-à-dire qu'on a une spécificité de médicaux, paramédicaux qui sont formés. Et donc, en fait, on a un isolement aussi de ces personnes-là. Et encore une fois, de regrouper en fait les professionnels au travers d'un programme d'éducation thérapeutique, ça permet en fait de former éventuellement de nouveaux professionnels et de répondre en fait à des besoins sur des territoires, parce que forcément tous les gens qui sont les 150 en fait ne sont pas tous regroupés sur Bordeaux. Donc là, il y a un vrai côté intéressant. La limite, encore une fois, ça va être les moyens, que ce soit humains ou matériels, en fait, de faire une approche de ces patients. Et après, il y a différentes possibilités. Et je pense, moi, c'est quelque chose que j'essaie de développer sur notre département, c'est les équipes mobiles. Parce que, encore une fois, je pense que c'est ce qui permettra de toucher le public précaire et la précarité dans toutes les dimensions qu'elle peut intégrer. Oui, c'est intéressant ce que tu… Pardon. Catherine, allez-y. Oui, c'est intéressant ce que tu dis, Alexandra, sur la partie interactivité entre eux. Mais quelle interrogation ça pourrait susciter une démarche d'ETP telle qu'on la connaît aussi par rapport à la maladie, par rapport aux gestes, etc., pour le patient dans une telle situation? Il ne faut pas oublier que l'éducation thérapeutique vise à autonomiser le patient. Donc, sur une maladie en fait, qui nécessite un soin qui dure 12 heures, comme vous le disiez tout à l'heure, en fait, les dialyses sont des soins qui ont une longue durée et qui ont une redondance en fait, sur la semaine, au même titre que la chimiothérapie. Mais là, ce sont des soins qui peuvent donc se faire à domicile, contrairement aux deux que je viens de citer. Et par conséquent, le fait de donner plus de possibilités et de capacités aux patients de le prendre en soin. Après, je sais que pour avoir accompagné en fait au travers on va dire de ma première vie au bloc opératoire, des personnes en fait, donc on faisait des stomies. Et après, c'est souvent l'acceptation. Souvent, on a des patients, c'est un des freins après qui sera mis en place, qui peut être rencontré par les équipes. C'est-à-dire qu'on a quand même beaucoup de patients qui sont dans le déni et qui ne veulent pas voir et qui ne veulent pas faire les soins. Donc ça, après, c'est une autre problématique qui peut se poser à un moment donné. Après, le pourcentage que ça représente sur les patients qui sont stomisés, ça, je ne sais pas. Parce que là, on est vraiment effectivement dans un patient qui est extrêmement dépendant. Et effectivement, le TP permettrait de tendre vers cette autonomie. Et en fonction de ce qui a été dit ce matin, quelles sont les interrogations qu'on peut avoir par rapport à cette autonomie qu'on demande aux patients? Qu'ils demandent. Après, les demandes, ça dépend de comment les objectifs du programme, en fait. Ça dépend quel versant le programme tend par rapport à cette pathologie. Est-ce que ça va être sur la prise en charge de l'alimentation nocturne? Est-ce que ça va être sur les soins au niveau des poches de stomie? En fait, ça dépend.
Est-ce que c'est sur les complications qui sont liées à la SOMI ou autres? Enfin, Je voudrais rebondir sur ce que vous avez dit de la façon suivante. Alors, j'observe d'abord qu'il y a très peu de personnes qui sont concernées, ce qui veut dire que elles sont particulièrement seules. Il y a a priori, quand ça arrive à la personne, je suppose que on va pas me contredire, c'est une catastrophe absolue ce qui leur arrive. C'est très compliqué. C'est horriblement compliqué, mais c'est d'autant plus compliqué que la personne est seule. Donc ça c'est un constat, c'est un changement de vie, et une vie qui est raccourcie, qui est dégradée. Bon, voilà, ça c'est le constat que je fais. Et pour ce qui me concerne, l'éthique, elle intervient à partir du moment où on nous dit, et c'est ce qu'on a entendu ce matin, c'est d'avoir une vie bonne. Donc, l'ETP, ça sert à ça. Ça sert à rendre la vie de la personne bonne. J'observe aussi d'ailleurs que cette éthique, elle s'applique également aux professionnels. Si le professionnel, il pratique une technique invasive qui modifie de façon radicale la vie de l'autre, de fait, il l'agresse. Qu'il le dise ou qu'il ne le dise pas, il le ressent probablement. Ça veut dire que si on fait de l'ETP derrière des techniques comme ça, on a le sentiment de ne pas gâcher le travail. On a le sentiment qu'on continue ce qui se passe. Et de ce point de vue-là, l'éthique, et on le sait bien d'ailleurs, hein, l'éthique, elle a cette influence-là. Pour ce qui me concerne, je répète ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est pas le comment qui m'intéresse, c'est le pourquoi. Est-ce que ça donne du sens à nos vies de pratiquer l'ETP auprès d'une personne comme ça? Oui. Est-ce que ça lui donne du sens à sa vie? Peut-être. Mais en tout cas, c'est les professionnels, les éducateurs, les accompagnants, etc., qui donnent du sens à leur vie en pratiquant l'éducation thérapeutique, puisque on l'aide à supporter les conséquences a priori catastrophiques, je me mets dans sa peau, a priori catastrophiques de l'opération. Voilà, hein, je le vois comme ça, j'ai peut-être tort, hein, mais voilà, c'est comme ça que je vois les choses. À mon tour, je souhaitais rebondir sur ce que tu viens de dire, Michel. Ce type de maladie et donc tout l'arsenal thérapeutique qu'on peut mettre en place par rapport à ce type de maladie ne va pas avoir un impact uniquement sur le patient, puisque là, clairement, toute sa vie sociale est impactée. Et il y a une réelle problématique dans le fait que ce soit quelque chose d'extrêmement confidentiel. Le commun des mortels, entre guillemets, n'est pas forcément sensibilisé à ce type de situation et ne se doute même pas que ça puisse exister. Et donc, appliquer un programme d'éducation thérapeutique uniquement à la personne pourrait avoir du sens si tout autour de cette personne-là, son environnement est aussi impacté par ces nouvelles connaissances, par la compréhension de cette maladie et par la compréhension aussi de tout ce qui devra être mis en place pour conserver cette vie sociale. Et là, on touche vraiment à un problème de fond, puisque on sait que l'éducation thérapeutique est adressée donc aux patients et aux aidants, mais elle reste aussi un choix des accompagnants de participer justement à ce changement de vie. Et la problématique, elle est encore plus profonde dans ce type de pathologie qui reste extrêmement confidentielle et dont l'impact, c'est plus qu'un changement de vie radical, là, ce que vous avez décrit. C'est un nouveau concept de vie, finalement. Et est-ce que la société, dans son ensemble, est capable d'accepter ces exceptions-là, d'en prendre conscience et de faire une place pour ces exceptions-là? C'est aussi une question et une problématique encore plus grande, à mon sens. Pardon, je vais me permettre d'intervenir. Est-ce que la société est prête
je ne sais pas dans quelle mesure le patient va crier à tu et à ta, je suis atteint de cette pathologie. En général, ils sont plutôt très discrets, donc, mais pour lui, c'est vrai que c'est un bouleversement. Mais j'ai une question, est-ce qu'actuellement, il existe un programme ETP pour ce type de pathologie, Florian? Son, Pardon. il n'y a pas le son. Il en existe un dans notre hôpital qu'on a mis en place il y a 3 ans. Donc, on fait beaucoup de bilans éducatifs et on fait des ateliers de groupe qui sont souvent très riches. Je pourrais en parler après si vous voulez. Mais oui, ça existe depuis pas très longtemps. Le plus grand centre français, c'est l'hôpital Beaujon, mais qui a mis en place, c'est à Paris, c'est à Clichy, qui a mis en place son programme de TP il y a 2-3 ans aussi. Donc, on est complètement des débutants en éducation thérapeutique. Ça a des inconvénients évidents. C'est le côté un peu naïf, ingénu face à l'ETP, parce que moi, je viens d'une spécialité où il n'y a pas du tout de culture de l'éducation thérapeutique. Il y a un côté très positif, sans critiquer mes amis diabétologues, dont je me suis largement inspiré pour faire mon programme d'éducation thérapeutique, et j'ai beaucoup lu tous les textes théoriques de l'éducation thérapeutique qui sont issus de la diabétologie. Mais on n'a pas 40 années derrière nous d'éducation thérapeutique, et donc on part quand même d'une page blanche, et donc ça nous laisse un petit peu le champ libre, ce qui n'est pas toujours le cas des gens qui font de l'ETP dans des maladies fréquentes. Et donc, ça nous laisse une grande liberté, ça nous laisse la possibilité de poser le problème différemment, notamment sur le plan éthique. Mais on va alimenter la suite de la discussion après. Merci. Alors, vous vouliez dire quelque chose? Allez-y. Oui, lorsque je disais, effectivement, là, avec le TP, on parle bien d'autonomisation. Alexandra a évoqué l'interactivité entre eux qui est importante. La mise en lien des patients entre eux, ça paraît évident. L'autonomisation par rapport aussi à la sonde alimentaire, apprendre à faire le geste pour être autonome par rapport à un infirmier qui passerait tous les jours. Voilà, donc ça peut être des objectifs du programme. On s'interrogeait tout à l'heure quels sont les objectifs du programme, donc ça peut être des objectifs. Yvan? Je rajouterais, Catherine, derrière, je rajouterais, au-delà de ça, c'est l'acceptation. Oui, l'acceptation. Et s'accepter. Ouais. Envisager, comme il a été bien dit, vu que c'est un chambardement, on ne va même pas dire un chamboulement, c'est un chambardement carrément dans la vie du patient et de son environnement proche. J'ai des questions qui sont saugrenues, mais quel est le nombre de séparations dans ce cas de figure de divorce, quand on sait très bien que dans les maladies de Parkinson ou d'Alzheimer, dans un couple sur 2 divorce au terme de la connaissance de la pathologie. Est-ce que dans ce type de pathologie, ça arrive? Et les conséquences que ça peut avoir, bien évidemment, pour l'individu qui est le patient, ça c'est une chose, mais c'est comment est-ce que nous, en tant que professionnels de l'éducation thérapeutique, éducateurs, même sensibilisés à l'éducation thérapeutique, je peux accompagner ce patient vers une nouvelle bonne vie, comme disait tout à l'heure Michel, et comme il a été dit ce matin. Qu'est-ce que je dois mettre en place dans un premier temps pour que j'accepte ce qui vient de m'arriver? Parce que c'est ce qu'a fait ressortir Florian en premier, c'est ce déni. Et le déni, c'est la première des choses, c'est la deuxième pathologie qui vient après la première. Et donc, il faut la contrecarrer. De quelle manière je peux, moi, accompagner mon patient pour l'acceptation? Et comment je peux solidifier cette base d'acceptabilité pour l'emmener vers je m'accepte dans ce que je suis maintenant et dans ce que je souhaite devenir. Et donc, la construction, ensuite, elle viendra sur des travaux, comme on vient de le citer, de comment je dois prendre mon traitement, qu'est-ce que je dois faire, est-ce que je pense bien à prendre mes rendez-vous avec mon médecin, mon gastro. Voilà, donc c'est un peu tout ça. Mais je vois ça un peu comme ça. Je pense que l'avantage d'avoir un nouveau programme ETP pour Florian, c'est que
il ne faut peut-être pas essayer d'inventer, mais il faut peut-être aller chercher, en diabéto, c'est ce que vous avez fait, mais peut-être dans d'autres secteurs, ce qui est fait ou ce qui a été fait, le reprendre et puis le mettre à la sauce de la gastro-entérologie. Peut-être, hein, je pense qu'à un moment, il ne faut pas chercher à inventer, il faut prendre ce qui existe parce que ce qui existe est bon. Moi, je compléterais par rapport à vos propos et par rapport à ce que disait Florian tout à l'heure. C'est que comme ils sont sur une maladie rare, en fait, il y a entre guillemets plus de liberté dans le programme d'éducation thérapeutique. Et tout comme aujourd'hui sur le département de la Charente, on est en train de mettre en place un programme ville-hôpital sur le diabète gestationnel. Ce qu'on a fait, vu qu'il n'en existe pas tout ce format-là, et il n'existe pas beaucoup de programmes sur le diabète gestationnel, on est parti du besoin des patientes. Et là, c'est très intéressant. C'est-à-dire que là, sur les rencontres que nous avons faites, en fait, on a été vers elles et on leur a dit, voilà, s'il y a un programme, donc on leur a expliqué ce qu'était l'éducation thérapeutique par rapport au diabète gestationnel, ce qu'on souhaitait mettre en place. Et là, c'était partir de quels sont vos besoins, quelle serait la complémentarité du parcours de soins par rapport à l'éducation thérapeutique et qui vous permettrait en fait d'avoir une appréhension, d'appréhender au mieux en fait la maladie et tout ce qui l'entoure. Et c'est vrai que, comme vous disiez tout à l'heure, Florian, par rapport au fait que vous avez plus de liberté aussi sur cette pathologie-là, c'est de voir avec ces patients-là, en plus c'est vous qui les rencontrez, de quels seraient vos besoins prioritaires. Est-ce que ça serait par rapport à la sonde? Est-ce que ça serait par rapport aux soins de la stomie, au changement des poches de stomie? Est-ce que ça serait par rapport à un accompagnement du coup plus psychologique, ce qui est très important et aussi on a tendance à les oublier en fait, les psychologues alors aussi parce qu'on a une pénurie, mais au même titre qu'une pénurie de soignants médicaux, paramédicaux de tout bord. Mais je pense qu'on a un besoin aussi d'avoir une finesse plus importante sur l'aspect psychologique qui est en fait de vivre avec la maladie. Parce que nous, on a notre regard de soignant, en fait, on fait notre travail comme on nous l'a appris ou comme avec ce qui nous caractérise et autres. Mais en face de nous, on a un individu qu'on ne connaît pas. En fait, c'est pas parce qu'on a son nom, son prénom, son histoire de vie dans les grands axes. En fait, on ne connaît pas sa personnalité, comment il ressent les choses, ses sentiments propres. Et c'est vrai que les programmes d'éducation thérapeutique nous permettent d'avoir un temps privilégié avec eux. Et je pense qu'il est important qu'on intègre plus les psychologues dans les prises en charge des patients qui ont une maladie chronique. Bon, ça, c'est un avis personnel, mais je pense que c'est important. Je sais que je tends sur ça. Alors, encore une fois, avec les professionnels qu'on peut avoir sur le territoire, mais bon, il y en a qui s'ouvrent à l'éducation thérapeutique, qui acceptent de se former et qui acceptent de prendre du temps en fait, dans les programmes. C'est intéressant ce que tu disais pour effectivement partir des besoins du patient, c'est des patients et des aidants. Tout sur des maladies en fait rares, sur des maladies où voilà, on n'a pas le recul, on n'a pas un recul en fait sur comment ils le vivent, comment on s'est fait, parce que le regard de la stomie, on peut l'avoir comme vous disiez sur d'autres pathologies au travers de la maladie de Crohn ou au travers d'un cancer colorectal ou autre, mais sur une spécificité comme ça où on est sur quelque chose au niveau de l'intestin qui est beaucoup plus court et qui du coup dynamise plus vite les besoins de sécrétion et autres. Je pense que oui, c'est intéressant de partir d'eux parce que c'est eux qui le vivent. En fait, nous, il ne faut pas oublier qu'on a ce regard de soignant en fait, avec l'expertise de la théorie. Et eux, ils le vivent. C'est eux qui le vivent au quotidien, en fait. C'est pas une consultation à l'écart de leur vie. En fait, c'est carrément leur vie. Donc, c'est pour ça que quand on construit des programmes, je trouve que c'est très intéressant d'avoir un panel de patients et de se rapprocher d'eux pour avoir leur ressenti et surtout leurs besoins. Il ne faut pas oublier qu'on fait tout ça pour eux, en fin de compte. Oui. Alors, ça me permet de rebondir effectivement sur ce que disait tout à l'heure Yvan, en disant qu'on peut prendre des programmes et des programmes, ce qui existait déjà, pour les dupliquer entre, c'est pas tout à fait tes termes, Yvan, mais les dupliquer sur un autre programme. Parce que là, effectivement, on a une posture un petit peu soignante, certainement, et ça peut être intéressant d'avoir les besoins des patients, comme le disait Alexandre Berkès ce matin, c'est d'agir sur le collectif et à partir du collectif, c'est-à-dire des besoins
des patients. Et moi, la question que je me pose dans un cas comme ça, parce que c'est quand même un cas extrêmement complexe, qu'est-ce qui se passe si le patient, s'il y a un problème après avec le patient? Qu'est-ce qui se passe si il a une septicémie, par exemple? Qu'est-ce qui va se passer? Parce qu'en fait, on va lui donner, là, on va l'autonomiser, on va lui donner notre savoir en fait de soignant, de la posture de soignant par rapport à lui-même, mais qu'est-ce qui se passe s'il a une septicémie? Parce que là… Et je me permets juste d'aller plus loin, c'est évidemment la bonne question, mais là, vous êtes tous des experts de l'éducation thérapeutique et on voit que vous avez un vocabulaire qui est très riche pour définir les points positifs de l'éducation thérapeutique. L'autonomie, le nouveau soi, l'acceptation. Il y a un ouvrage qui a été cité ce matin, là, qui est celui de Philippe Barrier, où il parle d'accouchement autonormatif, c'est-à-dire je vais accoucher d'une nouvelle manière qui va me permettre d'accepter ce nouveau moi et de vivre à peu près en adéquation avec ce nouveau moi. Donc, on a vu plein de points positifs à l'éducation thérapeutique, mais l'éthique, c'est un problème. Et donc là, il faut qu'on arrive à poser une problématique qui ne se dessine pas encore complètement dans cet atelier. Donc, on a vu tous les points positifs de l'autonomisation avec un certain nombre de nuances, l'importance de prendre en compte la vie des malades, etc. Là, il y a un premier problème énorme qui a été posé par Madame Perrault, qui est de dire, mais qu'est-ce qui se passe si jamais le patient il fait une faute et que c'est lui qui est responsable de sa propre septicémie? Mais de manière plus générale, qu'est-ce qu'il y a comme problème avec l'éducation thérapeutique? Qu'est-ce que ce serait les limites de la démarche éducative? Avec cet exemple de la septicémie donné par Madame Perrault, il faut qu'on essaye d'y répondre parce que ça, c'est une vraie question éthique énorme. Mais en général, où est le problème avec le processus éducatif et notre posture de soignant dans une situation comme celle-là, qui est un peu un exemple tellement caricatural, sans du tout que ce soit péjoratif dans ma bouche, mais tellement extrême dans la dépendance au corps soignant qu'on a besoin d'en discuter ensemble. À quel moment se situe la limite? C'est tout le problème. Et au-delà, parce que le patient va tendre vers une autonomisation et on peut envisager le drame, enfin l'incident, la septicémie. Mais ce n'est pas, est-ce que parce qu'il va être en ETP, qu'il va avoir un programme d'autonomisation, si vous m'excusez la phraseologie, il va forcément déclencher… Non, il ne déclenchera pas forcément une septicémie. Qu'est-ce qui empêche que même sans un programme ETP, il déclencherait une septicémie? Autonomisation, ça ne veut pas dire je ne vais plus voir mon médecin, je ne ressens plus, je ne me ressens plus. Ça veut dire je continue à faire attention, je me surveille, je suis en autosurveillance. Si je n'ai pas cette démarche d'autosurveillance, eh bien, forcément, on arrivera à une limite de la fonction ETP, comme elle peut avoir lieu sans être en démarche ETP. Moi, excusez-moi, mais on est là dans la démarche. Alors, mais c'est vrai que qu'est-ce qui ne marche pas dans l'ETP? À ma connaissance aujourd'hui, je n'ai pas eu trop d'écho sur des échecs, mais c'est parce que peut-être qu'on n'en parle pas. Hein. C'est une bonne question d'ailleurs, Florian, parce que je n'ai pas souvenir d'avoir entendu des ratés en ETP, mais il y en a forcément, parce qu'à un moment ou à un autre, quoi qu'il arrive, le patient peut laisser aller. Si, moi je peux vous parler d'un cas de programme ETP qu'on n'appelait pas ETP à l'époque, de réadaptation cardiovasculaire, de programme de réadaptation cardiovasculaire, où un patient venait régulièrement à son programme de réadaptation. Il avait été opéré à cœur ouvert parce qu'il avait une vie dissolue, donc alcoolisme, tabac et autres, hein, je vous laisse imaginer ce qui lui est arrivé. Et bien derrière ça, il a suivi son programme, sauf qu'il a rechuté derrière. Nous, avec le médecin, la question posée, c'est qu'est-ce qu'on a raté? À quel moment il y a quelque chose qui a dévié? Voilà, ça c'est une des questions que nous, peut-être professionnels, même si je ne me considère pas comme un professionnel ou un expert de l'ETP,
on peut se poser comme question aussi. Et ça fait partie aussi de notre travail d'observateur et d'observatrice, de voir si les patients, lorsqu'ils viennent sur un programme, sont en difficulté. Il y a quelque chose qui ne va pas, il y a quelque chose qui les travaille. Qu'est-ce qui s'est passé? Ressentir le patient. Voilà. Alors, bon, maintenant, je ne vais pas monopoliser la parole non plus. Michel. Ouais, donc moi, j'ai d'abord une remarque à faire à Florian. Ne pas être piégé par l'historique est une très bonne chose. Ça donne toute liberté pour créer et puis pour aller de l'avant. Quand on regarde un peu trop dans le rétroviseur, on ne voit pas suffisamment ce qui se passe à l'avant du véhicule. Ça, c'est ma première remarque. La deuxième remarque, c'est quand même que j'ai bien entendu ce que vous disiez, et ce qu'a dit Catherine en particulier. C'est que, mais il y a quelque chose qui m'a choqué. Je vais vous dire tout de suite ce qui m'a choqué. Ce qui m'a choqué, c'est qu'on a parlé de faute du patient. Faute, c'est une connotation morale. C'est de l'éthique, là. C'est de l'éthique. Alors la question est de savoir si le patient se met en faute ou pas. Si d'ailleurs, de même, le professionnel pourrait se mettre en faute parce qu'il le manipulerait, vous voyez. Enfin, voilà. Là, on est vraiment dans les problèmes d'éthique. Est-ce que le malade a le droit de ne pas s'appliquer la thérapie? Est-ce qu'il a le droit de ne pas écouter ce qu'on lui dit? Est-ce qu'il a le droit de se laisser mourir? Ça, c'est une question fondamentale d'éthique parce que des gens comme moi, et j'ai là des témoins, comme disait l'autre, ils savent qu'il y a des échecs. Ils ne sont pas si nombreux que ça, les échecs. Je peux vous garantir qu'ils existent. Ils existent et c'est un crève-cœur. Clairement, c'est un crève-cœur. Mais bon, voilà, à l'impossible, nul n'est tenu. Yvan, dans son métier, il affronte des situations de ce type-là, où finalement, le patient en face de lui, il joue pas le jeu, quoi. Est-ce qu'il commet une faute? Personnellement, je pense pas. Personnellement, je pense que la liberté de chacun, voilà, on a le droit de faire ce qu'on veut de son corps et de sa vie. Après, il y a des conséquences qui font que peut-être ça devient une faute. C'est-à-dire que si on ne se prend pas bien en charge, qui c'est qui trinque là? Ce qui trinque, c'est le professionnel qui t'a donné les moyens d'être autonome et tu ne veux pas l'utiliser. Ou tes proches, ton épouse, ton époux, etc. Les enfants. Là, réintervient l'éthique. Mais pour soi-même, le fait d'utiliser la liberté pour agir contre soi, c'est quelque chose que nous connaissons bien. Et ça nous arrive très souvent. Tous les malades chroniques connaissent ça. À un moment donné, ils se disent « Ah, je vais lâcher, quoi. Parce que j'en ai marre. Parce que c'est trop dur. » etc., etc. Moi, personnellement, cette liberté-là, je l'accorde. Vraiment, hein. Je m'interrogeais effectivement sur le sens de l'éducation thérapeutique par rapport à un patient. Est-ce qu'on cherche finalement à lui proposer des solutions? On dit que c'est pour vivre mieux, mais finalement, est-ce que ce ne serait pas pour lui permettre de s'adapter, pour toujours coller à la vie, entre guillemets, normale qu'on connaît tous? Est-ce que c'est éthique? Est-ce qu'effectivement, toujours se référer finalement à une situation initiale, c'est-à-dire la situation d'avant la maladie, est-ce que c'est éthique? Déjà, est-ce que c'est possible au quotidien? Est-ce qu'effectivement une solution de remplacement, c'est quelque chose qui permet d'atteindre le même niveau d'avant? Puisque la référence, elle reste toujours le avant la maladie. Et je peux te demander si cette façon de voir les choses, cette façon de proposer un programme d'éducation thérapeutique est éthique. Merci Mireille. Alors, que dit Florian? Moi, je suis intrigué. J'aimerais bien savoir ce qu'il en pense de tout ça. Tiens. Alors, je peux donner des éléments de réponse. Je ne me suis pas présenté entièrement parce que je vais un peu tricher dans ma manière de répondre. C'est que j'ai fait
J'ai fait un master d'éthique dont la mathématique, c'était les problématiques éthiques autour de l'éducation thérapeutique. Donc, la digestion de la digestion de la question, elle est un peu plus… j'y ai un peu travaillé quand même. J'avoue que j'ai un peu triché. Et bien sûr, j'ai été aidé par les gens des sciences humaines qui m'ont aidé un peu à avancer là-dedans, les Le philosophes. traître, le traître. Les philosophes, voilà, qui m'ont beaucoup aidé pour cheminer ça. Alors, si vous le voulez bien, je partage quelques diapos, 10 minutes, et puis après, comme ça permet d'ouvrir la conversation. Alors, ah oui, alors il faut que je retourne en arrière. Tac, 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 tac. Voilà, c'est ça. Donc, tout le monde voit mon écran? Très bien. Parfait. Alors, en fait, quand on discute avec… en fait, l'éducation, c'est quand même un problème philosophique vieux comme le monde, quoi. Et il y a un gros problème dans l'éducation. C'est comme être parent, en fait, hein. C'est que d'un côté, on a très envie d'avoir des patients autonomes et émancipés du corps soignant, mais que d'un autre côté, eh ben, quand même, pour arriver à cette autonomie, eh ben, il y a un moment où on va être obligé de mettre en place des processus disciplinaires et que même si on est dans une attitude bienveillante, que cette autonomisation, on l'a justifiée avec des termes très exacts et donc, encore une fois, ça se voit que vous êtes des soignants qui avaient quand même déjà beaucoup réfléchi à la question, mais il n'empêche que toujours, en ligne de fond, qu'on soit le médecin, qu'on soit l'infirmier, et je crois aussi qu'on soit le patient expert, même si ce n'est pas peut-être la meilleure terminologie, eh ben, on a quand même toujours cette idée de fond de dire qu'on a une certaine vision du soin et que cette vision du soin, on essaye quand même de la faire partager aux gens. Et donc, on est toujours en permanence avec cette immense tension entre autonomie et discipline. Et donc, ça, c'est une vraie question éthique qui est excessivement difficile et qui est la question de l'éducation. Dans sa plus grande généralité, je crois que la question de la parentalité, c'est quelque part un peu la même. Et donc, pourquoi l'insuffisance intestinale chronique, c'était pas mal comme exemple? Eh ben, parce qu'on peut voir plein de points positifs que vous avez tous trouvés hyper vite. Et d'ailleurs, les points positifs, il n'y a jamais beaucoup de soucis pour les voir. C'est que c'est une maladie qui est hyper rare, vous l'avez dit, il y a peu d'équipes soignantes. C'est l'exemple, mais l'exemple paradigmatique où on a une dépendance à un soin lourd et architechnique. On a beaucoup parlé d'image corporelle et vous l'avez vu parce que je vous ai présenté ça en 5 minutes, mais vous l'avez tout de suite compris, quoi. Le fait d'avoir ces stomies, le fait d'avoir ce cathéter qui dépasse, la nécessité de se construire autour de comment créer une vie bonne avec ce nouveau soi, c'est quelque chose de très fort. Et je crois qu'en tant que soignant, et ça j'en fais juste une petite parenthèse, il y a aussi le fait que nourrir les gens, quand on est soignant, il y a un côté hyper symbolique, quoi. Le côté, c'est pas du paternalisme, c'est du maternalisme, quoi. Il y a un côté un peu nutritif qu'on a vis-à-vis des patients. Et donc, dans une maladie où on doit nourrir les gens, ça a un symbole qui est hyper important. Et donc, moi, j'ai construit mon programme de TP comme on m'a appris à l'école et un peu comme les diabétologues me l'ont appris. C'est-à-dire qu'on va déterminer des objectifs pédagogiques, faire un diagnostic éducatif, évaluer les potentialités des gens et puis essayer de trouver les conditions pour qu'ils puissent acquérir des compétences, pour qu'ils puissent atteindre ce fameux Graal de l'empowerment dont vous avez peut-être parlé ce matin. Je n'étais pas connecté. L'empowerment, là, ce mot très théorique qu'on voit dans les livres, c'est exactement ce en quoi l'éducation thérapeutique est quelque chose de formidablement positif. C'est-à-dire qu'on va tenter de responsabiliser responsabiliser le malade face à sa maladie, sans côté négatif, mais au contraire vraiment pour l'émanciper. Et Philippe Barrier, qui a peut-être été cité ce matin, qui est diabétique et philosophe et qui a participé beaucoup à des ateliers d'éducation thérapeutique, il décrit ça comme une bascule. C'est-à-dire que vraiment, quand on fait de l'ETP, on arrive avec un petit peu un sentiment d'impuissance, d'incapacité. On va interagir avec des gens, des malades, des patients experts et on va avoir ce mouvement de bascule qui fait qu'on va être renforcé dans son sentiment, dans sa capacité d'agir, de contrôler sa vie. Et donc, il y a tout un côté positif là-dedans à l'autonomisation qui a été excessivement bien pensé par les philosophes et il ne faut pas l'oublier. Et donc, tout ça, c'est un peu le TP, un peu le rêve, quoi. Une autonomie retrouvée, on va mutualiser nos forces, on va avoir un soin qui va être individué, personnalisé pour essayer de vraiment puiser les forces qui sont en chacun pour qu'il puisse accepter la maladie et vivre avec le nouveau soi. Et donc, tout ça, c'est bien. Et évidemment,
sans faire un thèse, antithèse, synthèse, mais c'est un peu ce que je fais parce que je ne veux pas monopoliser la parole trop longtemps, et ben en fait, il ne faut quand même pas oublier cette discipline un peu insidieuse qui existe quand on fait un processus éducatif. Et donc ça, c'est un vrai enjeu quand même dans l'éducation thérapeutique. Souvent, le TP se passe à l'hôpital. Et même si on enlève souvent les blues, même si on essaye de détendre l'atmosphère, à l'hôpital, on n'est jamais nous-mêmes. Quand on met un pied dans un hôpital, eh ben, on est différent. On regarde les badges des gens pour savoir quelle est leur fonction. Tout est normé. Tous les hôpitaux se ressemblent entre eux. Et notre manière d'être dans ce lieu-là, il est forcément un peu différent. Et puis nous, les soignants, même si on rêve que nos malades ils soient autonomes, eh ben, en fait, on va quand même observer. Et moi, pour les patients qui ont l'insuffisance intestinale, je vais même disséquer leur comportement pour voir s'ils ne font pas des petites bêtises dans la manipulation de leur cathéter. Et donc, il y a quand même un moment où le savoir, le mien, celui de toute l'équipe qui s'occupe de ces malades, des infirmières, c'est un savoir et c'est un petit peu un pouvoir qui va s'exercer. Ça a été beaucoup décrit par Michel Foucault dans des livres comme Surveiller et punir, où il décrit très bien, même si on le fait avec toute la bienveillance, cette volonté d'autonomie, et ben, comme on a un savoir, c'est un petit pouvoir et on fait faire des exercices aux gens. Et faire des exercices aux gens, on peut quand même se poser la question de ce que ça signifie par rapport à ce côté disciplinaire. Et donc, il y a des risques là-dedans. Le premier, pour moi, c'est le principal, c'est celui des bons candidats dont j'ai parlé. Je crois que en prenant la situation de l'insuffisance intestinale chronique et du fait que les gens, on va leur donner des responsabilités d'infirmiers, eh ben, il y a des gens qu'on va laisser de côté. Les précaires, parce qu'on va dire non, lui, il n'y arrivera jamais. On le dit presque comme ça quand on a des discussions en off. Et celui qu'on oublie souvent, c'est celui qui est au contraire à l'autre échelle. Et le meilleur exemple, c'est le médecin. Le médecin à qui on dit on va vous faire de l'éducation thérapeutique, il va ricaner en disant j'en ai pas besoin. Et donc, on va sélectionner des patients et parfois, on laisse un peu, assez paradoxalement, l'extrême des précaires qui est souvent bien décrit, mais également un autre extrême, c'est des gens qui n'ont pas du tout l'habitude qu'on leur explique des choses, qui détestent ça et qui vont ne pas se mettre dans le processus d'éducation. L'hyper-responsabilisation, Madame Perron, on a très bien parlé, c'est vraiment quand même, il y a une vraie question. Il ne faut pas que l'OTP, ce soit je me débarrasse de ma fonction de soignant en expliquant au malade comment il se branche. Et s'il a un problème, advienne ce qui adviendra. Tout ça, c'est des vraies questions. Le consentement qu'il faut toujours rechercher. Jusqu'où êtes-vous prêt à être éduqué? Et on a tout à fait le droit de refuser de se brancher. Et on a tout à fait le droit de dire, moi, ce que j'ai envie, c'est que des infirmières viennent à la maison. Et voilà, tout ça, le problème, c'est l'omniprésence de la vie des soignants. Même si on essaye de le gommer, parfois, il est probablement un peu trop là. Et alors, il faut que je donne des perspectives, évidemment. Et donc, là, on pourrait en parler pendant des heures. Et ça a déjà été dit, en fait, il faut absolument mettre en avant les savoirs expérientiels si c'est possible. Et c'est ça qui est l'exercice difficile. Et moi, je ne suis certainement pas meilleur que les autres pour faire ça. Et donc, toujours, un petit peu essayer de se détacher de cette notion de programme, d'objectif, ce truc scolaire qui est un peu lourd. Parce que si on se rattache à ça, on sera toujours un peu dans la démarche de ce que veut le soignant. Et ça, c'est un petit peu problématique. Et vous l'avez dit spontanément, en fait, c'est vraiment partir des besoins des malades, mais sincèrement, juste créer le lieu de la délibération, et ça peut être l'éducation thérapeutique. De quoi avez-vous besoin et comment nous, soignants, on peut vous aider? Et vous, qu'est-ce que vous avez à nous apprendre de votre maladie et comment ça se passe la maladie chronique à la maison? Tout ça, c'est peut-être quelque chose qui permet un peu de lisser cet espace très compliqué entre autonomie et discipline. Et donc, c'est vraiment ça, j'arrête de partager mon écran, que je voulais discuter avec vous parce qu'il y a vraiment toujours cette tension entre autonomie et discipline. Et c'était un peu l'exemple de l'insuffisance intestinale qui permettait de le mettre en avant. Voilà. Je laisse la parole. Et encore une fois, ce n'est pas une réflexion qui ne vient que de moi. J'ai été beaucoup aidé pour avoir cette réflexion, mais ça peut donner des pistes pour la discussion à venir dans la demi-heure qui suit. Et puis peut-être voir comment vous pouvez appréhender ça, votre pratique quotidienne de l'ETP, qui est forcément différente de la mienne, avec ma situation un peu bizarre. J'espère que je n'ai pas parlé trop longtemps. Votre situation n'est pas bizarre, Florian. Je veux dire, d'abord, je suis ravi que vous soyez dévoilé parce que alors ça, c'est un apport magnifique que vous venez de faire, bien entendu. Et en fait, on est au fond des choses. On est au fond des choses. Et ce qui m'intéresse dans votre cas, c'est votre position de professionnel. C'est-à-dire que finalement, il faut savoir se détacher d'un cadre professionnel strict pour aller vers l'autre, pour l'écouter, partir de l'autre. Ça, pour moi, c'est une révélation. Alors, moi, je vais me dévoiler, moi aussi. Je suis un homme de marketing.
Et les gens de marketing social en particulier. Et les gens qui font du marketing partent du besoin, du désir, de la personnalité, de la culture de l'autre. Toujours. Et c'est comme ça que le marketing fait les choses. Ce n'est pas une technique de manipulation, ça peut l'être, bien sûr, mais a priori, ça ne l'est pas. C'est une technique comme une autre. Ce qui est amusant, c'est qu'effectivement, cette tension dont vous avez parlé entre autonomie et discipline, si j'ai bien entendu ce que vous avez dit, là, je pense qu'on met le doigt sur la chose. Vous voyez? Oh, j'entends du bruit. Bon, peu importe. Mais le fond de l'affaire, c'est qu'il y a également une discipline du patient. Et il ne faut pas l'oublier, ça. C'est qu'en réalité, on est toujours dans des positions miroirs les uns les autres. Et que donc, l'éthique, elle s'applique toujours sur les deux, puisque c'est du partenariat, finalement, quoi. Bon. Et qu'on doit laisser les gens libres de part et d'autre. Vous avez une éthique professionnelle, ben moi j'ai une éthique de patient. Vous voyez, il y a ça aussi qu'il faut pas oublier, quoi. C'est pour ça que je renvoie à la liberté personnelle. Il y a des gens qui vont se laisser mourir et je le sais. Et je n'irai pas leur faire traverser la rue alors qu'ils veulent pas. Ça, c'est clair. Je reviens sur un point important qui est le consentement. J'ai une question particulière à vous poser. Comment traitez-vous le consentement du patient? Est-ce qu'on le met devant avec une table et un morceau de papier en lui disant tu signes? Comment ça se passe là? Non, je crois vraiment pas que ce consentement, le consentement libre, éclairé, approprié, qui nécessite la signature d'un papier, soit la vision du consentement de l'éthique, en fait. Hein. Ça, c'est ce qui permet de ne pas avoir de procès. Et donc, c'est pas du tout la même chose. Non, ce consentement, c'est de dire que je pense que parfois dans une démarche éducative, et moi j'ai un avant après avoir rencontré les sciences humaines, c'est que quand même parfois dans une démarche éducative, on est dans une posture d'observation où on ne va pas complètement se dévoiler, quoi, où on est un peu dans l'éducation thérapeutique, on est un peu en retrait, puis on va regarder ce que font les gens. Et puis les gens, ils font les choses très spontanément, mais on ne leur a pas forcément dit avant qu'on leur faisait faire les choses pour éventuellement mettre le doigt sur ce qui n'allait pas. Et donc, je pense que c'est surtout les infirmières, les diététiciennes qui participent beaucoup à l'éducation thérapeutique, mais c'est toutes des réflexions qu'on a eues en équipe. On annonce la couleur, quoi. Je veux dire, il y a pas faites ça et puis après, on vous dira ce qui ne va pas. On va dire, bah, on va essayer de construire, de se mettre dans une situation comme à la maison. Éventuellement, on vous fera des réflexions, mais si jamais vous nous dites que vous, à la maison, la situation est comme ça et que vous préférez gérer la technicité du soin de cette manière, on peut tout à fait en discuter. Et donc, ça a changé notre discours avant de faire les choses dans la démarche éducative, quoi. Avant, on disait, allez, on va faire un exercice, tout le monde se met là et nous montre comment il se branche sur le cathéter. Clairement, on ne fait plus du tout ça. Et donc, parce que je pense qu'à ce moment-là, le consentement sur le fait qu'on va disséquer les comportements des gens n'était pas forcément clair. Et donc, je pense que ça nous a fait progresser là-dessus. Je ne sais pas si je suis clair, mais c'est un peu là-dedans que ça se joue et que notre comportement collectif s'est modifié. Et comme la parole est très libre, c'est comme ça que les patients nous ont appris des trucs. J'ai une question à vous poser, docteur. Quand un patient vous dit non, je ne veux pas de l'éducation thérapeutique, je ne veux pas d'un programme, la première question, c'est comment vous réagissez, vous, en tant que soignant, qui êtes complètement persuadé que ça lui apportera un mieux-être dans son quotidien. Et la deuxième question, c'est qu'est-ce que vous lui proposez d'autre? Est-ce que quelque chose d'autre est proposé ou pas? Oui, en fait, finalement, on a assez peu de patients qui sont formés à l'autobranchement. Par contre, on met beaucoup de patients dans les programmes d'éducation thérapeutique. Je pense avoir dit qui étaient les gens qui n'étaient pas dans les programmes d'ETP. C'est un peu les deux extrêmes des classes sociales. Disons que c'est le moment où non, on n'essaye certainement pas de convaincre les gens et parfois les gens changent d'avis. Comme nous, c'est une maladie qui est vraiment une maladie chronique, mais c'est votre expérience à tous et c'est pour ça que c'est intéressant d'avoir l'avis de tout le monde. C'est un moment où, alors que si quelqu'un accepte le TP, on va vraiment
tout organiser autour de lui pour essayer de voir comment se passe le retour à la maison. Si on a un refus qui est clair, eh ben, on va faire ce qu'on appelle, et c'est une autre de nos missions, c'est du lien ville-hôpital, c'est-à-dire qu'on va contacter les infirmières libérales, le médecin traitant, et un peu détourner notre démarche éducative sur ceux qui vont entourer le malade, et ça peut être d'ailleurs le proche aidant, hein. Et donc, on va un peu moins être focus sur le patient, même si c'est un peu choquant, mais être plutôt dans une démarche éducative de ceux qui vont s'occuper de lui, c'est-à-dire le généraliste, les infirmières libérales, pour qui c'est tout à fait nouveau. Et comme c'est une maladie rare, elles ne sont pas du tout habituées à ces spécificités-là. Donc, on va détourner un petit peu notre manière de faire sans que ce soit un gros problème dans la prise en soin. Et on s'occupe exactement de la même manière des gens. Mais en présentiel, on passera plus de temps en présence avec les gens qui acceptent le TP. Je crois que la différence est là. Est-ce que ça peut éclairer vos pratiques de TP? Parce que je ne voulais pas monopoliser les échanges, hein. Est-ce que vous avez l'impression que ça vous parle? Est-ce que vous avez l'impression que de temps en temps, sans du tout que ce soit péjoratif, cette discipline, elle n'est pas un peu trop présente quand vous faites de l'ETP? Est-ce que c'est quelque chose qui a réveillé ou qui vous fait poser des questions? Déjà, le cahier des charges à remplir pour l'ARS est déjà Ah bah, quelque chose qui est excessivement complexe, très scolaire. Voilà, c'est telle rubrique remplie de telle façon. Enfin, je veux dire, c'est pas tout azimut, hein, oui. Ça voilà. donne très envie de s'accrocher à un programme que j'ai beaucoup critiqué à la fin. Et ça, je suis d'accord qu'on nous apprend à avoir des objectifs, hein. C'est ça. Donc, La culture soignante, c'est la culture des objectifs, des indicateurs, de la tarification, de la cotation. Voilà. Donc, c'est pour ça que c'est quand même pas. Voilà. Donc, c'est vrai que monter un programme, il y a la lourdeur, hein, déjà du programme à écrire et à déposer. Ça, c'est un fait, hein. Voilà, on est dans cette espèce de cadre un peu rigide. Après, je pense que c'est mon côté très scolaire. Je pense quand même qu'il y a une nécessité qui est des bornes. Parce que comme toute chose, en fait, il faut que ce soit drivé à un minima parce que c'est… Voilà. Après, effectivement, il faut que ce soit souple. Il faut pas que ce soit en fait psychorigide et qu'on n'ait pas de possibilité de mouvance à l'intérieur. Ce qu'il ne faut pas oublier, et c'est vrai qu'on a tendance, je le vois en ce moment avec l'écriture d'un nouveau programme sur le département avec les équipes, elles ont l'impression, parce qu'on va écrire au mot près, en fait, les mots conducteurs sur les ateliers, qu'en fait, elles n'auront pas d'espace de jeu, entre guillemets, si je peux me permettre ça. Et c'est faux, en fait. Oui. L'ARS, en fait, faut pas oublier qu'on a des financements derrière. C'est de l'argent du contribuable. On est obligé quand même un minimum d'avoir des choses qui sont accompagnées. Là, c'est un peu mon côté, en fait, administrateur là, qui prend le pas. Mais c'est un fait, en fait, ça fonctionne comme ça, donc on ne pourra pas l'occulter. Donc autant en fait le faire, mais tout du moins, c'est pas faire et sans penser ou argumenter, mais avoir une compréhension des deux, en fait. Et après, en fait, il y aura, il y a vraiment besoin d'expliquer aux équipes que elles ont la possibilité en fait de mener leur atelier avec leur âme en fait. Moi, leur côté artiste en fait. C'est comme ça que je le verbalise auprès de tous parce que effectivement, on est tous différents, on a tous une fibre de communication, une fibre artistique. Moi, par exemple, côté artistique, il n'y en a pas, donc autant vous dire que c'est pas le côté que je vais mettre en avant. Mais il y en a d'autres qui en ont, et c'est très bien, il faut s'appuyer sur ça, il faut prendre toutes les ressources où elles sont. Et elles vont pouvoir en fait se libérer pour, au travers de cet atelier, de le mener comme elles l'entendent en fait, et pas être dans cette petite ligne qui a été écrite de telle façon et qui doit se faire comme ça, dans ce temps-là, à la minute près. Voilà, ça c'est quelque chose qui a été déposé parce qu'il y a ce côté administratif qui est obligatoire, mais il y a après l'âme de chaque individu qui va être à l'intérieur du programme et qui va pouvoir l'animer. Et c'est vrai que il y a de belles choses en fait. On a des contraintes, mais on peut vraiment faire de belles choses. Peu importe les contraintes, on les aura au travers de l'administratif, au travers des financements, au travers du manque du personnel.
Mais malgré tout ça, et on le voit en réalité sans parler d'éducation thérapeutique, on le voit au niveau de notre prise en charge qu'on peut avoir avec les patients dans les structures, quelles qu'elles soient, cliniques, hospitalières, au niveau libéral. On est en pénurie de soignants, on a de plus en plus de patients à prendre en charge et aussi une vocation qu'on a. Donc, on a ce petit quelque chose qui est là, en fait. Et je pense que comme on l'a tous, c'est cette flamme, en fait, entre nous tous qui fait que… Enfin, voilà, je sais que… Alors, comment on peut faire… Ah, pardon, Michel. Non, vas-y, Désolée. Catherine, vas-y. Alors, comment Non, on peut vas-y, faire vas-y. avec ce cadre qui est nécessaire, ok, comment on peut faire avec ce cadre pour avoir ce sous-tête, ce côté artiste qui va, ou pas, hein, qui va permettre Pardon. vraiment d'entendre le patient, de pouvoir accompagner le patient avec de l'amener ou pas, est-ce que c'est le bon terme? Je ne crois pas que ce soit le bon terme, mais voilà, comment peut-on faire? Bah déjà, il y a une chose en fait, c'est que ça a été dit tout à l'heure, je ne sais plus par qui, on n'invente rien. Et ça, il faut avoir l'humilité de le reconnaître. C'est-à-dire qu'en fait, on prend ce qui existe déjà et en fait, on se l'approprie. Et c'est très important, je trouve, d'avoir ces notions-là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en fait, sur le département, je vous citais tout à l'heure le programme de diabète gestationnel qu'on met en place. Je n'ai pas inventé le programme de diabète gestationnel. J'ai appelé, en fait, les UTEP avec qui j'ai l'habitude de collaborer. En l'occurrence, ça s'est fait sur l'UTEP de La Rochelle. Ils m'ont envoyé leur programme qu'ils ont déposé sur leur DD17 et qui fonctionne. Je l'ai proposé, en fait, aux équipes du CHA de d'Angoulême, excusez-moi, et on a retravaillé les ateliers parce que les ateliers n'étaient pas en fait ce qui les animait eux, mais la trame de travail est là. Et quand on a un produit clé en main et qu'on a juste des ateliers à modifier pour que chaque soignant se retrouve dans ce qu'il souhaite apporter à l'autre, eh ben, c'est un gain de temps et c'est un gain de ne pas avoir cette sensation d'être cloisonné et étouffé par cette norme en fait, directive qui est le cahier des charges lié à l'ARS. Et ça, c'est un élément qui est très important en fait. Les rencontres qu'il y a au travers de l'ETNA, j'apprécie énormément parce que en fait, ça nous permet de rencontrer les autres structures, de créer des liens et de pouvoir en fait collaborer tous ensemble. Et ça, c'est important. Aujourd'hui, si on faisait un tour de table, nous ne sommes que 6. Si on faisait un tour de table donc, pour dire que chacun qui dise sur son département les programmes qui existent de façon exhaustive, de programmes d'éducation thérapeutique, très peu sont en capacité de le faire parce qu'on sait ce qu'on fait, mais on ne sait pas ce que le voisin fait. Et pourtant, on fait la même chose. Donc, en fait, on a un problème déjà en interne parce qu'on n'est pas en capacité d'orienter peu importe quel type de profession on exerce parce qu'on n'a pas la visibilité sur ce qui se fait. Donc déjà, au-delà d'un problème de communication sur le TP, c'est qu'on a un problème de visibilité par territoire sur nos programmes d'éducation thérapeutique. Et ça, c'est très important. Et après, en fait, la communication, elle se fait aussi, c'est pour ça qu'il faut se saisir des opportunités comme celle-ci qui sont proposées par l'ETNA ou par les groupes de travail qu'il peut y avoir. Alors évidemment, c'est encore du temps, on sait très bien ce que c'est une journée de 24 heures, et il n'y en a pas 25 ni 30, mais le fait est qu'il faut se saisir de ces opportunités-là pour pouvoir en fait travailler en collaboration et s'appuyer les uns sur les autres. Je suis ravi d'entendre ça, Alexandra. Avant qu'Yvan, parce que je pense qu'Yvan veut rebondir, j'ai une remarque à faire sur ce problème de conciliation qu'il y a entre valeurs éthiques et reporting administratif. Elle est belle, celle-là. Hein. Voilà, Yvan est écroulé de rire. J'en connais d'autres qui apprécient. Si j'ai demandé à Philippe Marcoux d'intervenir, c'est parce que contrairement à ce qu'il dit, il est très sensible à ça. Je ne suis pas certain que ce soit vrai partout. Mais moi, je vous fais la remarque suivante. Les gens qui lisent des documents, les documents de conception, d'analyse, etc., ils sont formés pour faire du droit. C'est des juristes qui vous lisent. Et fondamentalement, je trouve beaucoup trop d'informations techniques et pas assez. Je reviens à ce que je disais tout à l'heure. On a beaucoup d'outils. D'abord, je le dis à Florian, il n'y a pas d'outils exclus par principe du travail de l'éducation thérapeutique. S'il y a un outil qui nous est utile, de quelque domaine que ce soit, et on voit beaucoup ces outils-là, y compris l'art-thérapie d'ailleurs. Hein, Catherine, y compris l'art-thérapie. C'est un truc qu'on a vu de près. Je vous garantis que si c'est utile, c'est éthique. Hein, l'éthique, ça sert à rien, sauf que c'est utile quand même. Hein. Bon, ça c'est une remarque.
La deuxième remarque, c'est que, je le dis à tout le monde, hein, vaut mieux écrire moins, mais vaut mieux écrire mieux. Parce qu'en réalité, vous faites passer par l'écrit vos intentions. Et si vos intentions sont bonnes et qu'en plus vous les éclairez éthiquement, à ce moment-là, vous serez mieux entendu. Or, ce que j'observe moi quand je regarde la masse de documentation, puisque je regarde de temps à autre, c'est effrayant, quoi. Comme si 90 pages permettaient d'obtenir la somme qu'on a demandée. Peut-être qu'on pourrait écrire moins et mieux, et faire passer dans ces documents cette conception éthique. Ça, c'est important. En tout cas, j'en connais un qui sera extrêmement intéressé, hein, qui est Marc. Alors, ce que tu disais, là, quelque chose, si c'est utile, c'est éthique. Si c'est utile pour le patient, comment ça peut être utile pour le patient? Vraiment. Je ne réponds pas. Comment ça peut être utile pour le patient? Je n'ai pas forcément la réponse là tout de suite. Moi, je rebondis sur tout ce qui vient d'être dit et auquel j'adhère. Moi, j'aurais une petite phrase, une petite synthèse très simple. Entre théorie et pratique, vous le savez très bien, il y a des abysses et à nous d'adapter la pratique. Donc, c'est-à-dire que, bien sûr, on est soumis, on n'est pas soumis, je dirais même qu'on est contraint à une obligation administrative. Mais entre ce que l'on écrit et ce que l'on peut faire et ce que l'on fera, je crois que tout réside dans comment est-ce que l'on voit notre activité et comment on veut amener le TP auprès du patient. On ne va pas commencer à utiliser des termes techniques quand on va avoir un groupe de patients qui vont être présents. Sinon, là, on va tous les faire fuir. Ça, c'est un fait avéré. Mais répondre à la question, à Catherine, je suis sec. Et là, tu as dit aussi amener le TP auprès du patient. Quelque chose qui m'interpelle, parce que du coup, on est dans une posture, ce sont des soignants qui imposent quelque chose. Ah, je ne dis pas imposer. Moi, je n'utilise jamais l'imposition. J'utilise la suggestion. Et comment on peut transposer donc ces valeurs, tout ce qu'on a vu, ces éléments, comment on peut faire pour que le patient entende vraiment le patient, le laisser exprimer ce dont il a besoin? C'est l'expérimentation. Il faut expérimenter, il faut poser la question. Le patient, prenons Florian. Nous avons un patient, un patient qui vient de sortir de son hospitalisation. Et le patient va se retrouver tout seul. Il va revenir voir Florian à 2 mois. Je ne sais pas quel est le cycle de visite à 2 mois. Peut-être qu'il va le laisser partir ou peut-être qu'il va lui dire, voilà, si vous avez des questions, des questionnements, il existe... alors, on va lui dire ETP. Déjà, si vous prenez une personne de 70 ans, éducation, elle va vous répondre qu'est-ce que vous allez m'éduquer à 70 ans déjà, expliquez-moi comment vous allez faire. Peut-être que ce n'est pas le terme. On a un groupe qui s'est constitué de patients dans votre situation avec lesquels on fait des activités. Est-ce que vous seriez tenté, est-ce que ça vous tente de venir assister à une séance mardi prochain? On expérimente, on invite la personne, on lui suggère, on ne lui impose pas. L'imposition, c'est à partir du moment où on va rentrer dans une démarche de « j'impose », on va créer une barrière psychologique. Ne pas imposer, suggérer. Moi, j'ai une question, en fait, depuis tout à l'heure, en fait, quand il a été mis en avant la possibilité que le patient fasse une faute, je reprends volontairement le terme parce que Monsieur Chapeau n'avait pas trop aimé le terme, mais je comprends parfaitement. À quel moment il a été dit dans l'éducation thérapeutique que le patient n'avait pas le droit à l'erreur? Et c'est comme à quel moment il est dit que le médecin, le soignant, n'a pas le droit de faire une erreur. C'est ça, en fait. Mais le moment où le patient n'a pas le droit de faire une erreur, c'est à partir du moment où il se retrouve devant le tribunal. Voilà. Donc,
Le truc, c'est qu'en fait, on parlait à un moment donné, je sais, de parentalité, mais c'est un peu l'idée, c'est-à-dire que nos enfants, en fait, alors j'en ai 3, donc les erreurs se commettent, il n'y a pas de souci, ils sont bons pour ça. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on leur donne en fait les bases pour que ce soit fondamentalement de bonnes personnes et qu'ils arrivent à avancer avec les besoins qu'ils ont. Mais ça ne les empêchera pas de faire leurs erreurs. Et comme vous disiez tout à l'heure, en fait, on se forme de nos erreurs. En fait. Et ça, c'est important. On va mettre en garde nos enfants des dangers de choses ou autres, mais le fait est que c'est en commettant l'erreur qu'ils apprendront réellement, fondamentalement, l'essence de ce qu'on voulait leur donner. Et un patient, c'est pareil. Il a une maladie, c'est sa maladie, c'est son corps, et en fait, c'est sa vie. Et en fait, à un moment donné qu'il lâche prise par rapport au traitement, au suivi du médecin et tout, la frustration, elle se pose en fait principalement souvent pour les soignants qui ont le sentiment de devoir non accompli parce qu'on a cette vocation. Mais le patient est en droit de dire « eh ben là, je ne veux plus, je n'ai pas envie, stop ». Et il a le droit à l'erreur sans avoir mis en place tous ces éléments-là en amont. Et ça, en fait, c'est le soignant qui doit l'accepter, au même titre que quand un patient ne veut pas se faire soigner. Quand on dit à un patient qu'il a un cancer et qu'il refuse la prise en charge de la chimiothérapie ou de la trithérapie ou tout ce que vous voulez, il a le droit de le refuser, en fait. Et là, c'est nous qui nous sentons en échec parce que on se sent ce devoir de soignant. Mais il appartient totalement et légitimement au patient de dire non. Et en réalité, la question se pose, qui doit faire un travail, le patient ou le soignant? Eh bien, sincèrement, pour moi, il y a un travail des deux qui doit se faire, mais c'est surtout accepter que l'autre ne fasse pas ce que l'on a envie, parce que ce sont nos valeurs. Et nos valeurs, en fait, ne sont pas universelles. La valeur du bien et du mal, en fait, devrait l'être, mais on sait bien qu'elle ne l'est pas. Mais la valeur, en fait, de ce qui doit être fait dans son propre corps, dans sa prise en charge, appartient à chacun. Et un oui ou un non à un instant T n'est pas forcément sur toute une vie. Et tant bien que même, si c'est sur toute sa vie, c'est sa vie. Et ce n'est pas un échec du soignant. C'est au contraire, le soignant accepter que le patient ou la patiente en face de lui a fait son choix et qu'on doit le respecter et que nous, on doit dans notre fort intérieur se dire « j'ai fait mon travail, je lui ai donné les éléments pour qu'elle comprenne ce qu'est sa maladie ». Ça ne veut pas dire qu'elle n'a pas compris, ça ne veut pas dire qu'elle est bête ou que je ne sais pas quoi, ça veut dire juste qu'elle a donné son opinion sur tout ça. Est-ce qu'on ne pourrait pas dire dans ce cas-là que autant le soignant accompagne le patient, autant le patient accompagne le soignant? Mais bien sûr, mais ça en fait, c'est toute la dichotomie de la chose, c'est que les formations, enfin, je critique pas les formations qui sont faites des soignants sont faites dans la démarche de réussir. Bien sûr, mais à l'école, qu'est-ce qu'on vous apprend? Si vous avez de bonnes notes, vous passez en classe supérieure. Si vous avez de mauvaises notes, vous ne passez pas en classe supérieure. Mes jumeaux, ils ont 5 ans, ils ont dû remplir les acquis et non acquis. Bon, je suis contente, mes enfants passent en grande section. Mais c'est terrible, en fait. Ils savent compter jusqu'à 39, c'est bon, ils peuvent y aller. Mais c'est la vie qui est comme ça. On doit cocher les cases pour faire, en fait, le pas en avant. Mais en fait, la libre expression de soi ou quoi que ce soit, on voit bien, en fait, le système scolaire, c'est un système scolaire brut que l'on donne. Et c'est pour, vous savez, éducation thérapeutique, moi, c'est le mot éducation qui me dérange parce qu'on revient à l'éducation scolaire, en fin de compte. Et ça, je trouve qu'on est encore sur cette espèce de descendance du savoir. Et il n'y a pas d'égalité dans ça. Il n'y a pas d'égalité. Et vous savez, le regard qu'ont les patients sur les médecins, excusez-moi, docteur, mais en fait, c'est vrai, à partir du moment où le docteur l'a dit, c'est la vérité absolue. C'est terrible. C'est terrible parce qu'en fait, c'est un humain derrière son doctorat. Il a le droit à l'erreur, encore une fois. Et ce n'est pas parce qu'il l'a dit que c'est une vérité. Et ça, il y a aussi, en fait, le patient perd la possession de son libre arbitre parce que le docteur l'a dit. Florian, restez avec nous. Restez avec nous, Florian. Non, ne partez pas. Je ne le prenez pas pour une agression, c'en est pas une. Non, loin de là. Loin de là. Mais c'est en fait comme tout ce qu'on mettait en avant sur ce qui est le bien et pas bien, ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas, il ne faut pas oublier qu'il y a en fait cet apport-là, en fait, ce regard-là
vis-à-vis en fait du patient et du médecin, parce que là après c'est le médecin. Après vis-à-vis de l'infirmière en fait qui a ce besoin en fait de répondre à toute sollicitation et en fait à toute que ce soit aussi bien du médecin que du patient. Il ne faut pas oublier qu'on descend en fait du métier en fait c'était des sœurs qui accompagnaient en fait à l'époque et donc on a en fait cette fibre qui est restée et qui est un limite institutionnalisée. Mais tout ça pose question sur tout ce qui est justement l'éthique. En fait, l'apprentissage, à partir du moment où il est volontaire, prend une autre dimension. Je vais donner un exemple qui est très loufoque, mais c'est volontaire. Vous souhaitez conduire, vous ne savez pas conduire, vous allez apprendre à conduire. Donc, pour le commun des mortels, c'est pas déconnant d'aller prendre des cours de conduite, passer son code, etc. Donc là, c'est une action volontaire. Pour mieux gérer sa maladie, il faut aussi apprendre. Mais là, la problématique, c'est qu'effectivement, on ne choisit pas d'être malade. Donc, il y a une petite distinction ici qui est délicate, socialement parlant. Et parce que je pense aussi qu'il y a une notion qui serait bien de mettre en place, c'est la notion de liberté. Au-delà, en fait, que d'avoir la liberté de se prendre en charge ou non. L'exemple que vous avez donné, il est très bon. Parce qu'en fait, passer son permis de voiture nécessite une formation. Mais pour tous, en fait, cette formation donne la liberté. J'ai 18 ans, j'ai ma voiture, je m'en vais de chez mes parents, je vais au fait avec les copains et les copines, c'est la liberté. Si on apprenait, en fait, si on avait ce regard de liberté au travers de la maladie, c'est-à-dire que j'ai la maladie, je ne peux pas m'en défaire, mais moi, j'ai envie de vivre. Je n'ai pas envie de m'arrêter à ce que la vie m'impose. Et donc, si on avait ce regard de « c'est une liberté à acquérir pour pouvoir être vous, pour pouvoir en fait, faire ce que vous avez envie, mais tout en ayant ce bagage qui sera problématique, mais qui malheureusement ne pourra pas vous l'enlever. » Cette notion en fait d'apporter entre guillemets de la liberté sur quelque chose qui paraît paradoxalement du coup qui est une contrainte, une prison, on vous renferme en fait dans une maladie et on vous catégorise dans cette maladie. Alors, je suis d'accord avec vous à plus d'un titre. Je rappelle juste une petite chose, c'est qu'il n'y a pas si longtemps que ça, quand on parlait de cancer, on disait qu'une personne était décédée des suites d'une longue maladie. Voilà. Aujourd'hui, on a la liberté de dire, pour ceux qui ont cette malchance-là, de dire « Ah oui, ils sont atteints d'une maladie ». Et c'est plus une question de tabou. Mais là encore, ça fait partie de l'évolution de la société, ça fait partie d'une évolution culturelle, c'est assez global. Et finalement, le malade n'est plus un exclu de la société. Et la grosse différence aussi, c'est le malade occasionnel, donc qui peut guérir, et le malade chronique. Et détacher cette image de malade chronique ou porteur d'une maladie chronique, ce qui est quand même très très différent, fait qu'effectivement, peut-être que dans l'imaginaire des gens, dans les années à venir, parler de toutes ces questions-là seront plus aisées. Et par rapport à l'ETP aussi, la difficulté de communiquer sur l'ETP, elle est aussi liée au fait que vous allez voir sur les réseaux sociaux, très peu de personnes s'exposent. On parle du secret médical, on parle de la liberté des gens de parler de leur maladie ou pas. Mais parler de TP, c'est aussi dire qu'on est touché de près ou de loin par une maladie chronique et donc on est stigmatisé sur un plan professionnel. C'est compliqué. Les gens n'ont pas finalement cette liberté de pouvoir parler de cette partie-là qui est extrêmement intime aussi. C'est sociétal. Oui, et pour aller plus loin dans votre raisonnement, aujourd'hui, on aura tendance à quand même plus parler librement de dire qu'on a un cancer. Par contre, est-ce que l'on va parler librement d'une personne qui est atteinte de schizophrénie, une personne qui est atteinte de bipolarité, une personne qui traverse un burn-out, qui traverse une dépression, quelle qu'elle soit en fait, peu importe peu importe la cause en réalité. Mais on a en fait une image, une représentativité de la maladie, quelle qu'elle soit. Et il y a les maladies qui sont bonnes à dire, entre guillemets, et les maladies que l'on n'osera pas dire. Alexandra. Le VIH. Alexandra, on a fini. On a fini. Je suis ravi. Franchement, ça a été de la folie, quoi. Je vous remercie, franchement. C'est gratifiant. J'ai eu mon salaire, comme on dit dans d'autres chantiers qu'ici. Je suis absolument ravi. Je vous donne un rendez-vous ailleurs. On va se remélanger avec plaisir. Catherine, Florian, Yvan,
Alexandra, Ilham, c'est génial. Je vous remercie. Avec À plaisir. bientôt. Hein, à À bientôt. bientôt.